Shirley de Charlotte Brontë. Chapitre 23. La vallée de la mort. L'avenir semble quelquefois sangloter un sourd avertissement des événements qu'il nous apporte, de même qu'un orage qui se prépare et qui, par les gémissements du vent, les combats des nuages au ciel, annonce une tempête assez violente pour couvrir la mer de débris, ou pour apporter dans le brouillard sur les îles de l'Ouest les exhalaisons empoisonnées de l'Orient, obscurcissant les fenêtres des maisons de l'Angleterre avec le souffle de la peste indienne. D'autres fois, l'avenir s'offre soudainement, comme si un rocher se déchirant découvrait un tombeau d'où sortirait un corps enseveli. Avant que vous soyez revenu de votre étonnement, vous vous trouvez face à face avec une calamité à laquelle vous ne songiez pas, qui sort de son suaire comme un nouveau Lazare. Caroline Elstone crut s'en retourner du cottage de Hollow en bonne santé. En s'éveillant le lendemain matin, elle se sentit oppressée par une langueur inaccoutumée. À déjeuner, et à tous les repas du jour suivant, elle avait perdu tout appétit. Toute nourriture avait pour elle l'insipidité de la cendre. « Suis-je malade ?» se demandait-elle en se regardant dans son miroir. Ses yeux étaient plus brillants, leurs pupilles étaient plus dilatées, ses joues semblaient plus roses et plus pleines que d'habitude. « J'ai bonne mine, » disait-elle. « Pourquoi ne puis-je pas manger ?» Elle sentait son pouls battre plus fort dans ses tempes. Elle éprouvait aussi dans son cerveau une étrange activité. Son imagination était exaltée. 1000 pensées actives et rompues, mais brillantes, remplissaient son esprit. Puis vint une nuit brûlante et sans sommeil. Une soif inextinguible la torturait. Vers le matin, un rêve terrible la saisit comme ferait un tigre. En s'éveillant, elle sentit et vit qu'elle était malade. Comment elle avait gagné la fièvre, car c'était la fièvre, elle ne pouvait le dire. Probablement, dans sa dernière promenade du cottage à la rectorerie, quelque brise empoisonnée et chargée de douces rosées et de miasmes avait passé dans ses poumons et dans ses veines. Et trouvant déjà là une fièvre d'excitation mentale et une langueur produite par de longs tourments et une habituelle tristesse, avait fait jaillir la flamme de l'étincelle qui couvait et avait laissé derrière elle un feu bien allumé. Ce feu cependant paraissait assez bénin. Après 2 jours brûlants et 2 nuits sans repos, il n'y eut plus aucune violence dans les symptômes, et ni son oncle, ni Fanny, ni le docteur, ni Miss Kildare, lorsqu'elle vint lui rendre visite, n'eurent aucune crainte pour sa vie. Tous croyaient que quelques jours suffiraient à la rétablir. Les quelques jours se passèrent, et quoique l'on crût toujours que la guérison ne se ferait pas attendre, la convalescence n'avait pas commencé. Mistress Prior, qui l'avait visitée chaque jour, étant dans sa chambre un matin, 15 jours après le début de la maladie, l'examina attentivement pendant quelques minutes. Elle prit sa main, appuya son doigt sur le poignet, puis quittant tranquillement la chambre, elle alla dans le cabinet de M. Elstone, où elle demeura enfermée avec lui la moitié de la matinée. En revenant auprès de sa jeune malade, elle déposa son châle et son chapeau. Elle s'assit un instant à côté du lit, une main placée dans l'autre, se berçant doucement de côté et d'autre dans une attitude et avec un mouvement qui lui était habituel. À la fin, elle dit « J'ai envoyé Fanny me chercher à Fieldhead quelques petites choses dont j'aurais besoin pendant un court séjour ici. Je désire demeurer avec vous jusqu'à ce que vous alliez mieux. Votre oncle veut bien me permettre de vous donner mes soins. Le permettrez-vous aussi, Caroline ?» « Je suis fâchée que vous preniez une telle peine. Je ne me sens pas très malade, mais je ne peux refuser absolument. Ce sera une si grande consolation pour moi de savoir que vous êtes dans la maison, de vous voir quelquefois dans ma chambre. Mais ne vous séquestrez pas à cause de moi, chère Mistress Prior. Fanny me soigne fort bien. » Mistress Prior, se penchant sur la pâle petite malade, arrangea ses cheveux sous son bonnet et relevait doucement son oreiller. Pendant qu'elle accomplissait cet office, Caroline, souriant, leva son visage pour l'embrasser. « Ne souffrez-vous plus ? Êtes-vous bien à votre aise ? » demanda d'une voix douce et émue la garde-malade volontaire, en se prêtant à la caresse. « Je crois que je suis presque heureuse. »« Vous désirez boire ? Vos lèvres sont desséchées. » Elle lui présenta un verre rempli d'une boisson rafraîchissante. « Avez-vous mangé quelque chose aujourd'hui, Caroline ?
Je ne peux pas manger. Mais votre appétit reviendra bientôt. Il faut qu'il revienne. C'est-à-dire, je prie Dieu qu'il revienne. En la replaçant de nouveau sur sa couche, elle l'entoura de nouveau de ses bras, et par un mouvement qui semblait à peine volontaire, elle l'attira sur son cœur et l'y tint pressée un instant. « Je désire à peine aller mieux, afin de pouvoir vous conserver toujours auprès de moi, » dit Caroline. Mistress Prior ne sourit point à cette parole. Elle était en proie à un tremblement que pendant quelques minutes elle s'efforça de réprimer. « Vous êtes plus accoutumée à Fanny qu'à moi, » dit-elle. « Je suis portée à penser que mon assistance officieuse doit vous paraître étrange. »« Non, tout à fait naturel, au contraire, et très agréable. Vous devez avoir été habituée à soigner des malades, madame. Vous marchez si doucement dans la chambre, vous parlez si tranquillement et me touchez si gentiment. »« Je ne suis adroite en rien, ma chère. Vous me trouverez souvent gauche, mais jamais négligente. » Et elle n'était pas négligente, en effet. De ce moment, Fanny et Élisa devinrent des héros dans la chambre de la malade. Mistress Prior en fit son domaine, elle faisait tout ce qu'il y avait à faire. Elle y demeurait le jour et la nuit. La malade s'y opposa, faiblement, cependant, au commencement, puis plus du tout. La solitude et la tristesse étaient dans ce moment bannies de son chevet, où s'étaient installées à leur place la protection et la consolation. Elle et sa garde-malade s'entendaient à merveille. Caroline était ordinairement affligée de demander ou de recevoir beaucoup de soins. Mistress Prior, dans les circonstances ordinaires, n'avait ni l'habitude ni l'art d'accomplir les petits détails du service. Mais maintenant, tout se passait avec tant d'aisance, si naturellement, que la malade avait autant de plaisir à se laisser choyer que la garde avait de propension à la soigner. Aucun signe de fatigue chez la dernière ne venait rappeler à la première qu'elle devait la ménager. Il n'y avait, en vérité, aucun devoir bien dur à accomplir. Mais une mercenaire les eût trouvés rudes. Avec tous ces soins, il semblait étrange que la jeune malade n'allât pas mieux. Et cependant, il en était ainsi. Elle fondait comme une guirlande de neige au dégel. Elle se fanait comme une fleur dans la sécheresse. Miss Kildare, dont le danger de la mort occupait rarement les pensées, n'avait d'abord éprouvé aucune crainte pour son amie. Mais la voyant changer et dépérir d'une visite à l'autre, l'alarme la saisit au cœur. Elle alla trouver M. Elstone, et s'exprima avec tant d'énergie que ce gentleman fut bien obligé, quoique à regret, d'admettre l'idée que sa nièce avait quelque chose de plus qu'une migraine. Et quand mistress Prior vint réclamer l'assistance d'un médecin, il lui dit qu'elle en pouvait faire appeler 2 si elle le voulait. Il en vint un seul, mais celui-là était un oracle. Il débita un obscur discours dont l'avenir seul pouvait éclaircir le mystère, écrivit quelques prescriptions, donna quelques avis, le tout avec un air d'écrasante autorité, empocha les honoraires et partit. Probablement savait-il suffisamment qu'il ne pouvait faire aucun bien, mais il n'aimait pas l'avouer. Cependant, aucune rumeur de maladie sérieuse ne s'était répandue dans le voisinage. Au cottage de Hollow, on pensait que Caroline avait seulement un violent rhume, car elle avait écrit dans ce sens à Hortense, et mademoiselle s'était contentée de lui envoyer 2 pots de conserve de groseille, une recette de tisane et un avis écrit. Mistress York, ayant appris qu'un médecin avait été appelé, se moqua des fantaisies hypocondriaques du riche et de l'oisif, qui, n'ayant autre chose à faire qu'à s'occuper de lui-même, fait appeler un docteur pour un petit mal de doigt. Cependant, le riche et l'oisif, représenté par Caroline, tombait dans un état de prostration et de débilité qui étonnait tout le monde, excepté une seule personne. Car cette personne réfléchissait combien une constitution minée est sujette à tomber tout à coup en ruine. Les gens malades ont souvent des caprices inexplicables pour ceux qui les approchent d'ordinaire, et Caroline en avait un que même sa tendre garde-malade ne put tout d'abord s'expliquer. À un certain jour de la semaine, et à une certaine heure, elle désirait, qu'elle fût mieux ou plus mal, être levée, habillée et assise dans sa chaise près de la fenêtre. Elle demeurait là, jusqu'à ce que midi fût passé. Quel que fût le degré d'épuisement ou de débilité qui se trahit sur son visage dévasté, elle repoussait doucement toutes les propositions qui lui étaient faites de chercher du repos dans son lit, jusqu'à ce que la cloche eût sonné le milieu du jour,
Les 12 heures sonnaient. Elle devenait docile et se laissait faire. Retournée à sa couche, elle enfonçait ordinairement sa face profondément dans son oreiller et s'enveloppait entièrement de ses couvertures, comme pour se séparer du soleil et du monde dont elle était fatiguée. Plus d'une fois, lorsqu'elle était ainsi couchée, une légère convulsion agitait le lit, et un faible sanglot rompait le silence. Ces choses n'échappèrent pas à mistress Prior. Un mardi matin, comme de coutume, elle avait demandé la permission de se lever, et elle était assise, enveloppée dans sa blanche robe de nuit, se penchant sur le devant de sa chaise et regardant fixement et patiemment de la fenêtre. Mistress Prior était assise un peu en arrière, faisant semblant de tricoter, mais en réalité observant la jeune malade. Un changement s'opéra sur son front pâle et triste qui s'anima soudain. Un éclair jaillit de ses yeux languissants. Elle se leva à demi et regarda avidement dehors. Mistress Prior, s'approchant doucement d'elle, regarda par-dessus son épaule. De cette fenêtre, on apercevait le cimetière, et au-delà la route, sur laquelle apparut, allant à grande vitesse, un cavalier. Il n'était pas encore fort éloigné. Mistress Prior avait de bons yeux. Elle reconnut M. Moore. Au moment même où une légère éminence le dérobait à la vue, l'horloge sonna midi. « Puis-je retourner au lit ?» demanda aussitôt Caroline. Sa garde l'aida à se recoucher. Après avoir tiré le rideau, elle s'assit à côté du lit et prêta l'oreille. La petite couche tremblait. Le sanglot troublait le silence. Les traits de mistress Prior se contractèrent, comme sous une profonde angoisse. Elle se tordit les mains. Un gémissement étouffé s'échappa de ses lèvres. Elle se rappelait maintenant que le mardi était jour de marché à Winbury. Ces jours-là, M. Moore, en s'y rendant, devait passer avant midi auprès de la rectorerie. Caroline portait continuellement autour de son cou une mince tresse de soie, à laquelle étaient attachés certains colifichets. Mistress Prior avait vu briller l'or, mais elle n'avait pu voir encore ce qu'était cet objet. Sa malade ne s'en séparait jamais. Lorsqu'elle était habillée, il était caché sur son sein. Lorsqu'elle était couchée, elle le tenait dans sa main. L'après-midi de ce mardi, l'assoupissement, plus semblable à la léthargie qu'au sommeil, qui abrégeait quelquefois les longs jours, s'était appesanti sur elle. Il faisait très chaud. En se retournant dans une agitation fébrile, elle avait rejeté ses couvertures. Mistress Prior se pencha pour les replacer. La petite main amaigrie et inerte de la jeune fille, étendue sur sa poitrine, tenait comme de coutume son précieux trésor. Ses doigts, dont l'émaciation faisait peine à voir, étaient en ce moment desserrés pendant le sommeil. Mistress Prior enleva doucement la tresse, en pressant sur un petit ressort. C'était un bien modeste bijou, et proportionné à la petite bourse de celle qu'il avait achetée. Sous sa face de cristal paraissait une boucle de cheveux noirs, trop courts et trop frisés pour des cheveux enlevés à la tête d'une femme. Un mouvement agité occasionna un tiraillement du cordon de soie. La dormeuse tressaillit et s'éveilla. Ses pensées étaient en ce moment ordinairement flottantes lorsqu'elle s'éveillait, ses regards généralement errants. Se levant à moitié comme frappée de terreur, elle s'écria. « Ne me l'enlevez pas, Robert! Ne me l'enlevez pas! C'est ma dernière consolation. Laissez-la moi. Je n'ai jamais dit à personne de qui sont ces cheveux. Je ne les ai jamais montrés à personne. » Mistress Prior avait déjà disparu derrière le rideau. Appuyée très en arrière sur la grande chaise de repos à côté du lit, elle n'était pas en vue. Caroline regarda à travers la chambre. Elle la crut vide. Comme ses idées vagabondes revenaient lentement, repliant leurs ailes débiles ainsi que des oiseaux épuisés sur une côte aride, apercevant le vide et le silence autour d'elle, elle se crut seule. Le délire ne l'avait pas quittée. Peut-être la saine possession d'elle-même et la conscience de ses actions l'avaient-elles abandonnée pour toujours. Peut-être ce monde dans lequel vivent les forts et les heureux avait-il déjà roulé sous ses pieds pour la dernière fois. C'est du moins ce qu'il semblait souvent. En santé, elle n'avait jamais eu l'habitude de penser tout haut. Mais en ce moment, les paroles s'échappaient de ses lèvres sans qu'elle y fît attention. « Oh, je voudrais le voir une fois encore avant que tout fût fini. Le ciel devrait m'accorder cette faveur, » s'écriait-elle. « Mon Dieu,
Accordez-moi cette consolation avant de quitter cette vie. Mais il ne saura pas que je suis malade avant que je ne sois morte, et il viendra lorsqu'ils m'auront déposée froide et insensible dans le cercueil. Que pourra ressentir alors mon âme? Peut-elle voir ou savoir ce qui arrive à la chair? Les esprits ont-ils quelque moyen de communiquer avec les vivants? Les morts peuvent-ils visiter ceux qu'ils ont laissés? Peuvent-ils traverser les éléments? Le vent, l'eau, le feu, me frayeront-ils un passage pour arriver à Mour? Est-ce pour rien que le vent semble quelquefois soupirer des paroles articulées, qu'il chante la nuit comme je l'ai entendu récemment, ou qu'il traverse les fenêtres en sanglotant comme s'il annonçait des malheurs à venir? Est-ce que rien ne l'habite, rien ne l'inspire? Et pourtant, il me fit entendre une nuit certaines paroles, il me dit un chant que j'aurais pu écrire, seulement j'étais effrayée, et je n'osais pas me lever pour aller chercher des plumes et du papier, à la faible lueur de ma lampe de nuit. Qu'est-ce donc que cette électricité dont il parle, dont les changements nous apportent la santé ou la maladie, dont le manque ou l'excès tue, dont l'équilibre lui-même fait revivre? Que sont donc ces influences répandues dans l'atmosphère, autour de nous, qui jouent sur nos nerfs comme des doigts sur un instrument à cordes, et en tirent tantôt une douce note, tantôt une plainte, tantôt la plus douce mélodie, tantôt la plus triste cadence? Où est l'autre monde? En quoi l'autre vie consistera-t-elle? Pourquoi le demandai-je? N'ai-je pas raison de penser que l'heure s'approche trop vite, où le voile se déchirera pour moi? Ne sais-je pas que le grand mystère va probablement se révéler à moi, prématurément? Grand esprit, dans la bonté duquel je place ma confiance, toi que, comme mon père, j'ai invoqué nuit et jour depuis ma tendre enfance, viens au secours de la faible créature sortie de tes mains. Soutiens-moi dans l'épreuve que je crains et que je dois subir. Donne-moi la force, donne-moi la patience, donne-moi, oh, donne-moi la foi. Elle retomba sur son oreiller. Mistress Prior trouva le moyen de se glisser sans bruit hors de la chambre. Elle rentra bientôt après, aussi calme en apparence que si elle n'eût pas entendu cet étrange colloque. Le lendemain vinrent plusieurs visites. Le bruit s'était répandu que Miss Elstone allait plus mal. Monsieur Hall et sa sœur arrivèrent. Tous deux sortirent en pleurs de la chambre de la malade. Ils l'avaient trouvée plus changée qu'ils ne s'y attendaient. Hortense Moore vint aussi. Caroline parut stimulée par sa présence. Elle l'assura en souriant qu'elle n'était pas dangereusement malade. Elle lui parla d'une voix faible, mais avec enjouement. Pendant le temps que sa cousine demeura auprès d'elle, l'excitation colora son visage. Elle paraissait mieux. « Comment va, monsieur Robert ?» demanda mistress Prior, au moment où Hortense se préparait à sortir. « Il allait très bien lorsqu'il est parti. »« Lorsqu'il est parti. Il n'est donc pas à la maison ?» Hortense expliqua alors que des nouvelles de la police touchant les émeutiers l'avaient forcé de se rendre le matin même à Birmingham, et qu'une quinzaine s'écoulerait probablement avant qu'il fût de retour. « Il ne sait donc pas que Miss Elstone est très malade ? » ?»« Oh non, il pensait comme moi qu'elle avait seulement un mauvais rhume. » Après cette visite, mistress Prior eut soin de ne pas approcher la couche de Caroline pendant plus d'1 heure. Elle l'entendit pleurer et n'osa pas regarder couler ses larmes. Comme la nuit approchait, elle lui apporta un peu de thé. Caroline, ouvrant les yeux après un court assoupissement, ne reconnut pas sa garde-malade. « J'ai respiré les chèvrefeuilles dans la vallée ce matin, lorsque j'étais debout à la fenêtre du comptoir, » dit-elle. D'étranges paroles comme celle-là percent plus cruellement que l'acier le cœur de la personne aimante qui les entend. Elles paraissent peut-être romantiques dans un livre. Dans la vie réelle, elles sont accablantes. « Ma chère, me reconnaissez-vous » dit mistress Prior. « Je suis entrée pour appeler Robert à déjeuner. Je suis allée avec lui au jardin. Il m'avait prié de l'accompagner. Une forte rosée a rafraîchi les fleurs. Les pêches mûrissent. »« Ma chérie, répétait de nouveau la garde-malade. Je pensais qu'il faisait jour, que le soleil était levé depuis longtemps. Il fait sombre.
Est-ce que la lune n'est pas couchée ?» Cette lune, qui venait de se lever, brillait sur elle de sa lumière pleine et douce, flottant dans l'espace azuré et sans nuages. Elle semblait veiller la malade. « Alors ce n'est pas le matin ? Je ne suis pas au cottage. Qui est là ? Je vois quelqu'un à mon chevet. »« C'est moi. C'est votre ami. Votre garde, votre... Appuyez votre tête sur mon épaule. Revenez à vous. » À demi-voix. « Oh mon Dieu, ayez pitié d'elle. Donnez-lui la vie et à moi la force. Envoyez-moi le courage. Inspirez mes paroles. » Quelques minutes se passèrent dans le silence. La malade reposait, muette et immobile, dans les bras tremblants, sur le cœur agité de la garde. « Je suis mieux maintenant, » murmura à la fin Caroline. « Beaucoup mieux. Je sens où je suis. C'est mistress Prior qui est près de moi. Je rêvais. Je parle lorsque je m'éveille de mes songes. C'est souvent l'habitude des malades. Comme votre cœur bat fort, madame. Ne vous alarmez pas. » « Ce n'est pas la crainte, mon enfant, mais seulement un peu d'anxiété, qui se passera. Je vous ai apporté un peu de thé, Carrie. Votre oncle l'a préparé lui-même. Vous savez qu'il se dit capable de préparer une tasse de thé mieux que la plus habile ménagère. Goûtez-le. Il est affligé d'apprendre que vous mangez si peu. Il serait heureux de vous voir un meilleur appétit. »« J'ai soif. Donnez-moi à boire. » Elle but avidement. « Quelle heure est-il, madame ?» demandait-elle. 9 heures passées. « Pas plus tard. Oh, j'ai encore devant moi une longue nuit, mais le thé m'a donné des forces. Je veux me lever. » Mistress Prior la souleva et arrangea son oreiller. « Grâce au ciel, je ne suis pas toujours également malheureuse, malade et sans espoir. L'après-midi a été mauvaise depuis le départ d'Hortense. Peut-être la soirée sera-t-elle meilleure ? Il fait une belle nuit, je pense. La lune brille d'un vif éclat. Très belle. Une vraie nuit d'été. La vieille tour de l'église brille comme si elle était d'argent. Est-ce que le cimetière paraît paisible ? Oui, et le jardin aussi. La rosée brille sur le feuillage. Voyez-vous de longues herbes et des orties entre les tombes, ou vous paraissent-elles couvertes de gazon et de fleurs ? Je vois des marguerites brillant comme des perles sur quelques tertres. Thomas a fauché les feuilles d'oseille et les mauvaises herbes, et les a enlevées. J'aime toujours avoir faire cela. Cela soulage l'âme de voir ce lieu en ordre, et je suis sûre que dans l'église, la lune brille en ce moment d'un éclat aussi doux que dans ma chambre. Sa lumière doit tomber en plein, à travers la fenêtre de l'Est, sur le monument de la famille Elstone. Quand je ferme les yeux, il me semble voir, en lettres noires sur le marbre blanc, l'épitaphe de mon pauvre père. Il y a au-dessus beaucoup de place pour d'autres inscriptions. William Farren est venu ce matin voir vos fleurs. Il craignait, maintenant que vous ne pouvez leur donner vos soins, de les trouver négligées. Il a emporté 2 de vos plantes favorites chez lui pour les soigner. Si je fais un testament, je laisserai toutes mes plantes à William, à Shirley mes colifichets, à l'exception d'un seul, qui ne doit pas être enlevé de mon cou. Et à vous, madame, mes livres. » Après une pause. « Mistress Prior, j'ai une ardente envie de quelque chose. »« De quoi, Caroline ? » ?»« Vous savez que j'éprouve toujours un vif plaisir à vous entendre chanter. Chantez-moi donc l'hymne qui commence ainsi. Notre Dieu, etc. » Mistress Prior se mit à chanter. Il n'était pas étonnant que Caroline aimât à l'entendre chanter. Sa voix, même en parlant, était douce et argentine. Lorsqu'elle chantait, elle semblait presque divine. Ni la flûte ni le tympanon n'avaient des sons si purs, mais le son était secondaire comparé à l'expression qui l'animait, la tendre vibration d'un cœur ému. Les serviteurs, entendant de la cuisine, se glissèrent au pied de l'escalier pour écouter.
Le vieux Elstone lui-même, qui se promenait dans le jardin, réfléchissant sur l'incompréhensible et faible nature de la femme, s'arrêta tout à coup au milieu de ses allées pour saisir plus distinctement la triste mélodie. Lui rappelait-elle sa femme morte? Lui faisait-elle plus vivement déplorer la jeunesse flétrie de Caroline? C'est ce qu'il n'eût pu dire. Mais il fut bien aise de se souvenir qu'il avait promis de faire ce soir-là une visite à Wine, le magistrat. Il avait en profonde aversion la tristesse et les sombres pensées. Lorsqu'elle venait l'assaillir, il trouva toujours le moyen de s'en débarrasser au plus vite. Le chant le suivit faiblement pendant qu'il traversait la campagne. Il hâta son pas ordinairement rapide, afin de ne plus être à la portée de l'entendre. L'hymne fini, Caroline demanda une chanson écossaise. Mistress Prior obéit encore, ou essaya d'obéir. À la fin de la première stance, elle s'arrêta. Elle ne pouvait plus continuer. Son cœur débordait. La tristesse de cette mélodie vous fait pleurer. Venez ici, je vous consolerai, dit Caroline d'une voix émue. Mistress Prior s'approcha. Elle s'assit sur le bord du lit de la malade et lui permit d'entourer son cou avec ses bras amaigris. Vous me soulagez souvent. Laissez-moi vous soulager à mon tour, murmura la jeune fille en baisant ses joues. J'espère, ajouta-t-elle, que ce n'est pas à cause de moi que vous pleurez. Mistress Prior ne répondit pas. Croyez-vous que je n'irai pas mieux? Je ne me sens pas très malade. Je me sens seulement faible. Mais votre esprit, Caroline, votre esprit est écrasé. Votre cœur est brisé. Vous avez été si négligée, si repoussée. On vous a laissé si longtemps désolée. Je crois que le chagrin est et a toujours été le plus vif aliment de ma maladie. Je pense quelquefois qu'un peu de bonheur me ferait promptement revivre. Désirez-vous vivre? Rien ne me rattache à la vie. M'aimez-vous, Caroline? Beaucoup? Sincèrement, quelquefois d'une façon inexprimable. En ce moment même, je voudrais pouvoir confondre mon cœur avec le vôtre. Je vais revenir à l'instant, ma chérie, dit Mistress Prior en reposant Caroline sur son oreiller. Elle se glissa légèrement vers la porte, tourna doucement la clé dans la serrure, s'assura qu'elle était fermée et revint auprès du lit. Elle écarta le rideau pour laisser arriver plus librement la lumière de la lune et regarda fixement Caroline. « Alors si vous m'aimez, dit-elle avec volubilité et d'une voix altérée, si vous désirez confondre votre cœur avec le mien, vous n'éprouverez ni choc ni douleur en apprenant que ce cœur est la source qui a rempli le vôtre, que de mes veines est issue la vie qui coule dans les vôtres, que vous êtes à moi, ma fille, ma propre enfant. Mistress Prior, ma propre enfant. C'est-à-dire, cela signifie que vous m'avez adoptée? Cela signifie que, si je ne vous ai donné rien d'autre, je vous ai donné au moins la vie, que je vous ai portée dans mon sein, que je vous ai nourrie, que je suis votre véritable mère. Aucune autre femme ne peut réclamer ce titre, il est le mien. Même Mistress James Elstone, mais la femme de mon père, que je ne me rappelle pas avoir jamais vue, elle est ma mère. Elle est votre mère. James Elstone fut mon époux. Je l'ai prouvé. Je pensais que peut-être vous étiez tout à lui, ce qui eût été une cruelle affliction pour moi. Je trouve qu'il n'en est pas ainsi. Dieu m'a permis d'être la mère de l'esprit de mon enfant. Il m'appartient. C'est ma propriété, mon droit. Ses traits sont les propres traits de James. Il avait un beau visage, lorsqu'il était jeune et non dégradé par le vice. Papa, ma chérie, vous a donné vos yeux bleus et vos soyeux cheveux bruns. Il vous a donné l'ovale du visage et la régularité des traits. Il vous a conféré l'extérieur. Mais le cœur et le cerveau sont à moi. Leurs germes sont les miens. Et ils se sont développés et améliorés jusqu'à la perfection.
J'estime et j'approuve mon enfant, autant que je l'aime. Ce que j'entends est-il vrai? N'est-ce point un rêve? Je voudrais qu'il fût aussi vrai que l'embonpoint, et les couleurs vont revenir à vos joues. Ma propre mère! Mais est-ce une personne pour laquelle je puisse avoir autant d'amour que j'en ai pour vous? Elle n'était pas aimée généralement, autant du moins qu'on me l'a donné à entendre. On vous a dit cela? Eh bien, votre mère vous dit en ce moment que n'ayant pas le don de plaire aux gens en général, elle se soucie peu de leur approbation. Ses pensées et son affection sont concentrées sur son enfant. Son enfant va-t-elle l'accueillir ou la rejeter? Mais si vous êtes ma mère, le monde est entièrement changé pour moi. Assurément, je puis vivre. J'aimerais à recouvrer la santé. Vous la recouvrerez. Vous avez tiré la vie et la force de mon sein lorsque vous étiez une petite, une belle enfant, sur les yeux bleus de laquelle j'avais coutume de pleurer, craignant de voir dans votre beauté même le signe de qualité qui était entré dans mon cœur comme un fer et avait percé mon âme comme une épée. Ma fille, nous avons été longtemps séparés. Je reviens maintenant pour vous chérir de nouveau. Elle l'éleva contre son sein. Elle la pressa dans ses bras. Elle la berça doucement, comme on fait pour endormir un jeune enfant. Ma mère, ma chère mère. La fille se pressa contre la mère. Celle-ci la serra plus vivement encore dans ses bras. Elle la couvrit de baisers, en murmurant sur elle des paroles de tendresse. Le silence régna dans la chambre pendant longtemps. Mon oncle sait-il ce que je viens d'apprendre? Votre oncle le sait. Je le lui ai dit lorsque je suis venue demeurer ici avec vous. M'avez-vous reconnu la première fois que vous m'avez rencontré à Fieldhead? Comment en eût-il été autrement? Monsieur et Miss Elstone ayant été annoncés, j'étais préparée à voir mon enfant. C'est donc ce qui vous troubla? Je vous vis tout émue. Vous ne vîtes rien, Caroline. Je puis maîtriser mes émotions. Vous ne pourriez jamais dire quel siècle d'étranges sensations j'ai traversé pendant les 2 minutes qui se sont écoulées entre l'annonce de votre nom et votre entrée. Vous ne pourriez jamais dire l'impression que produisirent sur moi votre air, votre mine, votre démarche. Pourquoi? Fûtes-vous désappointé? À qui ressemblera-t-elle? M'étais-je demandé. Et quand je vis à qui vous ressembliez, je fus près de m'évanouir. Pourquoi, maman? Je tremblais en votre présence. Je me dis, je ne la posséderai jamais. Jamais elle ne me connaîtra. Mais je ne dis et ne fis alors rien de remarquable. J'éprouvais un peu de timidité à la pensée de mon introduction chez des étrangers. Voilà tout. Je vis bientôt que vous étiez timide. Ce fut la première chose qui me rassura. Eussiez-vous été rustique, gauche, emprunté, j'aurais été contente. Vous m'étonnez. J'avais mes raisons de craindre un charmant extérieur, de me défier d'une démarche aisée, de frissonner devant la distinction, la grâce, la courtoisie. La beauté et l'affabilité s'étaient montrées sur mon chemin lorsque j'étais recluse, désolée, jeune et ignorante. Une pauvre gouvernante minée par le travail, périssant sous un labeur ingrat et brisée avant le temps. Quand elles me sourirent, Caroline, je les pris pour des anges. Je les suivis. Et lorsqu'entre leurs mains j'eus remis sans réserve toute ma chance de bonheur à venir, ce fut mon partage de voir une transfiguration du foyer domestique. Le masque fut levé, le brillant déguisement mis de côté. En face de moi s'assit. Oh Dieu, combien j'ai souffert! Sa tête tomba sur l'oreiller. Combien j'ai souffert! Nul ne l'a vu, nul ne l'a su. Il n'y avait nulle sympathie, nul espoir, nul soulagement. Prenez courage, ma mère. C'est passé maintenant. C'est passé, et non sans fruit. Je demandai à Dieu la patience. Il me soutint pendant mes jours d'angoisse. J'étais accablée de terreur et de trouble. À travers la plus grande tribulation, il m'a conduite au salut qui vient de se révéler. La crainte me torturait. Il l'a dissipée. Il m'a donné à sa place l'amour parfait. Mais Caroline... Ma mère?
Je vous commande, lorsque vous regarderez le monument de votre père, de respecter le nom qui y est buriné. À vous, il ne fit que du bien. Il vous a conféré le trésor complet de ses beautés, et il n'y a pas ajouté le moindre défaut. Tout ce que vous tenez de lui est excellent. Vous lui devez de la gratitude. Laissez entre lui et moi le règlement de nos comptes mutuels. Ne vous en mêlez pas. Dieu est l'arbitre. Les lois du monde sont-elles jamais venues à mon secours? Jamais. N'était-elle pas impuissante, comme un roseau pourri, pour me protéger, inefficace, comme un babil d'idiot pour le réfréner? Comme vous venez de le dire, tout est fini maintenant. Le tombeau nous sépare. Il dort là, dans cette église. Je dis ce soir à sa cendre ce que je ne lui avais jamais dit auparavant. James, reposez en paix. Voyez, votre terrible dette est effacée. Regardez, j'anéantis de ma propre main le long et noir compte que j'avais à vous demander. James, votre enfant expie pour vous. Cette vivante image de vous-même, ce visage sur lequel est empreinte la perfection de vos traits, cette seule joie que vous m'avez donnée, se presse affectueusement sur mon cœur et m'appelle tendrement sa mère. Mon époux, soyez pardonné. Ma chère mère, c'est bien cela. L'esprit de papa peut-il nous entendre? Est-il consolé de savoir que nous l'aimons encore? Je n'ai point parlé d'amour, j'ai parlé de pardon. Ne vous faites pas illusion, enfant. Je n'ai point parlé d'amour. Sur le seuil de l'éternité, fût-il là pour me voir entrer, je maintiendrai ce que j'ai dit. Oh, mère, comme vous devez avoir souffert. Mon enfant, le cœur humain peut souffrir. Il peut contenir plus de larmes que l'océan ne renferme d'eau. Nous ne savons jamais combien il est profond, combien il est étendu, avant que le malheur ait déchaîné sur lui ses nuages et l'ait rempli de son impétueuse obscurité. Ma mère, oubliez. Oubliez, dit-elle avec un rire étrange. Le pôle Nord se précipitera sur le Sud, les terres de l'Europe seront enfermées dans les baies de l'Australie, avant que j'oublie. Chut, ma mère, calmez-vous. Et la fille berça doucement la mère comme la mère avait bercé la fille. À la fin, mistress Prior pleura, puis elle devint plus calme. Elle reprit ses tendres soins que l'agitation avait en ce moment interrompus. Replaçant sa fille sur sa couche, elle arrangea l'oreiller et étendit les draps. Elle réunit ses cheveux dont les boucles étaient éparses. Elle rafraîchit son front humide de sueur avec une fraîche et odorante essence. « Maman, dites-leur d'apporter une lumière afin que je puisse vous voir, et priez mon oncle de monter dans ma chambre à l'instant même. J'ai besoin de lui entendre dire que je suis votre fille. Et vous, maman, soupez ici. Ne me quittez pas ce soir une minute. » Oh, Caroline, que votre amabilité est puissante. Vous me direz « Allez » et j'irai. Venez et je viendrai. Faites ceci et je le ferai. Vous avez hérité de certaines manières aussi bien que de certains traits. Vos ordres seront toujours irrésistibles, quoique formulés avec une grande douceur. Dieu merci. Et, ajouta-t-elle à voix basse, il parlait aussi avec douceur, quelquefois, comme une flûte soupirant de tendres modulations. Puis, lorsque le monde n'était pas là pour l'entendre, sa voix avait un son à déchirer les nerfs et à glacer le sang, une expression à rendre fou. « Il semble si naturel, maman, de vous demander ceci et cela. Je n'ai pas besoin que personne autre que vous soit près de moi ou fasse quelque chose pour moi. Mais ne me permettez pas d'être importune. Réprimez-moi si je vais trop loin. » Vous ne devez pas compter sur moi pour vous réprimer. Vous devez faire attention à vous. J'ai peu de courage moral, c'est là mon principal défaut. C'est ce qui m'a rendue une mère dénaturée, ce qui m'a tenue éloignée de mon enfant pendant les 10 ans qui se sont écoulés depuis que la mort de mon mari m'aurait permis de la réclamer. C'est ce qui a énervé mes bras et a permis que l'enfant que j'aurais pu conserver plus longtemps fût enlevé à leurs embrassements. « Comment cela, mère ?» « Je vous laissais partir, enfant, parce que vous étiez jolie,
et que je redoutais votre gentillesse, la regardant comme le sceau de la perversité. Ils m'envoyèrent votre portrait, fait à l'âge de 8 ans. Ce portrait confirma mes terreurs. S'il eût montré un enfant aux traits rustiques, lourds, hébétés et vulgaires, je me serais hâtée de vous réclamer. Mais sous le papier argenté, je vis s'épanouir la délicatesse d'une fleur aristocratique. Chacun de vos traits annonçait une petite lady. J'avais trop récemment gémi sous le joug du beau gentleman auquel j'avais échappé, meurtrie, paralysée, mourante, pour oser affronter sa belle et presque féerique image. Ma douce petite lady me frappa de terreur. Son air d'élégance native glaça la moelle de mes os. Dans mon expérience, je n'avais pas rencontré la vérité, la modestie, les bons principes accompagnant la beauté. Une forme si régulière et si belle, me dis-je, doit couvrir une âme méchante et cruelle. Je n'avais que peu de confiance en l'éducation pour redresser une âme semblable, ou plutôt, je me croyais complètement inhabile à cette tâche, je n'osais entreprendre de vous élever, et je résolus de vous laisser entre les mains de votre oncle. Je savais que si Matthewson Elstone était un homme austère, c'était aussi un homme droit. Lui et tout le monde jugèrent sévèrement mon étrange et peu maternelle résolution, et je méritais d'être mal jugée. « Maman, pourquoi vous fîtes-vous appeler Mistress Prior ?» C'était un nom qui appartenait à la famille de ma mère. Je le pris, afin de vivre sans être inquiétée. Le nom de mon mari rappelait trop vivement ma vie passée. Je ne pouvais le souffrir. D'ailleurs, des menaces me furent faites de me forcer à retourner dans mon esclavage. Cela ne se pouvait. J'eusse préféré une bière pour lit, un tombeau pour demeure. Mon nouveau nom me protégea. Je repris sous son abri mon occupation d'institutrice. D'abord, elle me procura à peine les moyens de vivre, mais combien la faim me semblait savoureuse lorsque je jeûnais en paix. Combien me paraissait sûre l'obscurité et le froid d'un foyer sans feu, lorsqu'aucune lueur livide de terreur n'en venait rougir la désolation. Combien était sereine la solitude lorsque je ne craignais pas d'y voir faire irruption le vice et la violence. Mais maman, vous étiez venue déjà dans ce pays. Comment, lorsque vous y avez reparu avec Miss Kildare, n'avez-vous pas été reconnue? J'y fis seulement une courte visite comme fiancée, il y a une 20aine d'années. Alors j'étais bien différente de ce que je suis aujourd'hui. J'étais svelte, presque aussi svelte que l'est ma fille. Mon teint, mes traits même, ne sont plus les mêmes. Mes cheveux, la coupe de mes vêtements, tout est changé. Vous figurez-vous votre mère mince et frêle, vêtue de mousseline blanche, les bras nus, avec des colliers et des bracelets, et les cheveux disposés en boucles rondes à la grecque au-dessus du front? Vous devez vraiment avoir été bien différente. Vous devez vraiment avoir été bien différente. Maman, j'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Si c'est mon oncle qui rentre, priez-le de monter l'escalier et de me donner l'assurance que je suis bien éveillée et que je n'ai pas le délire. Le recteur, de son propre mouvement, montait l'escalier et Mistress Prior l'appela dans la chambre de sa nièce. « Elle ne va pas plus mal, j'espère ?» demanda-t-il avec empressement. « Je pense qu'elle est mieux. Elle est disposée à causer. Elle semble plus forte. »« Bien, » dit-il en arpentant rapidement la chambre. « Ah, Carrie, comment allez-vous? Avez-vous bu ma tasse de thé? Je l'avais préparée pour vous, comme je l'aime. »« Je l'ai bu, jusqu'à la dernière goutte. Elle m'a fait du bien. Je désire avoir de la société, et j'ai prié Mistress Prior de vous appeler auprès de moi. » Le respectable ecclésiastique paraissait à la fois content et embarrassé. Il était assez disposé à accorder sa compagnie à sa nièce malade, puisque c'était son caprice, mais comment employer ces 10 minutes? Il n'en savait rien. Il toussait. Il s'agitait. « Vous serez debout dans un instant, » dit-il, afin de dire quelque chose. « Cette petite faiblesse sera bientôt passée, et alors vous boirez du porto, une pipe, si vous le voulez, et vous mangerez du gibier et des huîtres. Je m'en procurerai pour vous, s'il est possible d'en avoir quelque part. S'il plaît à Dieu, nous vous rendrons bientôt aussi forte que Samson. » « Qui est cette lady, mon oncle, qui est debout à côté de vous, au pied de mon lit? »« Bon Dieu !» s'écria-t-il. «
Est-ce que sa raison voyage encore, madame ? Mistress Prior sourit. Je voyage dans un agréable monde, dit Caroline d'une voix douce et heureuse, et j'ai besoin que vous me disiez si c'est une réalité ou une vision. Quelle est cette lady ? Donnez-lui un nom, mon oncle. Il faut faire appeler de nouveau le docteur Riles, ou plutôt encore Marc Turc, il est moins charlatan. Il faut que Thomas selle le poney et aille le chercher. Non, je n'ai pas besoin de docteur, mon oncle. Maman sera mon seul médecin. Maintenant, comprenez-vous, mon oncle ? M. Elstone remonta ses lunettes de son nez à son front, prit sa tabatière et s'administra une partie de son contenu. Ainsi fortifié, il répondit brièvement. « Je vois clair. Vous le lui avez donc dit, madame. »« Et cela est vrai ?» demanda Caroline, se levant de dessus son oreiller. « Est-elle réellement ma mère ?» Vous ne pleurerez pas, vous ne ferez pas une scène, vous ne vous évanouirez pas si je vous réponds oui. Pleurer ? Je pleurerais si vous disiez non. Il serait terrible d'être désappointé à présent. Mais donnez-lui un nom. Comment l'appelez-vous ? J'appelle cette grosse lady, dans un singulier vêtement noir qui paraît assez jeune pour porter de beaucoup plus gais habits si elle le voulait. Je l'appelle Agnès Elstone. Elle était mariée avec mon frère, James Elstone, et elle est sa veuve. Et ma mère ? Quel petit incrédule vous faites. Regardez son pauvre petit visage, mistress Prior, à peine plus grand que la paume de la main, animé de finesse et d'ardeur. À Caroline. Elle a eu la peine de vous mettre au monde, tout au moins. Faites attention, que vous lui devez de vous rétablir promptement et de réparer les ravages de ses joues. Tudieu ! Elle avait l'habitude d'être grasse. Qu'a-t-elle fait de son embonpoint ? C'est ce qu'il m'est impossible de deviner. Si le désir de guérir a quelque influence sur moi, je ne serai pas longtemps malade. Ce matin encore, je n'avais ni la raison, ni la force de le vouloir. En ce moment, Fanny était à la porte et annonça que le dîner était servi. Mon oncle, s'il vous plaît, envoyez-moi un peu à souper quelque chose que vous aimez, de votre propre assiette. Cela est plus sage que de tomber en des attaques de nerfs, n'est-ce pas ? C'est parler comme un sage, Carrie. Vous verrez si je ne choisis pas judicieusement. Quand les femmes sont sensées et se font comprendre, je peux marcher avec elles. Ce sont seulement les sensations vagues et quintessentielles, les idées raffinées à l'extrême qui me déroutent. Qu'une femme me demande un plat ou un vêtement, fût-ce un œuf de roc ou le pectoral d'Aaron, une portion de sauterelle ou du miel dont se nourrissait saint Jean, ou la ceinture de cuir dont il saignait ses reins, je puis au moins comprendre ce qu'elle veut. Mais lorsqu'elle soupire après je ne sais quoi, la sympathie, le sentiment et autres abstractions incompréhensibles, je ne puis rien pour elle. Je ne connais pas cela, et ne peux le leur donner. Madame, veuillez accepter mon bras. Mistress Prior dit qu'elle entendait demeurer avec sa fille le reste de la soirée. En conséquence, Elstone les laissa ensemble. Il reparut bientôt, portant une assiette dans sa main consacrée. « Ceci est du poulet, dit-il, mais nous aurons du perdreau demain. Asseyez-la sur son lit et jetez un châle sur elle. Sur ma parole, je m'entends à soigner un malade. Maintenant, voici la même petite fourchette d'argent dont vous vous serviez lorsque vous vîntes la première fois à la rectorerie. Voilà ce que vous pouvez appeler une heureuse pensée, une délicate attention. Prenez cela, Carrie, et mangez bien. » Caroline fit de son mieux. Son oncle fut étonné de lui voir si peu d'appétit. Il prophétisa néanmoins de grandes choses pour l'avenir, et comme elle louait le morceau qu'il lui avait apporté et lui souriait gracieusement, il se pencha sur son oreiller, l'embrassa et lui dit d'un accent rude et entrecoupé : « Bonsoir, petite. Dieu te bénisse. » Caroline jouit cette nuit-là d'un si paisible repos, entourée des bras de sa mère et la tête appuyée sur sa poitrine, qu'elle oublia de désirer une autre destinée.
et bien que plus d'un songe fiévreux vint encore agiter son sommeil, lorsqu'elle s'éveilla oppressée, un sentiment d'heureuse satisfaction s'empara d'elle et fit disparaître à l'instant toute trace d'agitation. Quant à la mère, elle passa cette nuit comme Jacob à Péniel. Jusqu'à la pointe du jour, elle lutta contre Dieu, avec d'ardentes prières. Chapitre 24. Le souffle du vent de l'Ouest. Ceux qui engagent avec Dieu une semblable lutte ne remportent pas toujours la victoire. Nuit après nuit, la froide sueur de l'agonie peut encore perler sur le front du patient. Le suppliant peut crier merci avec cette voix sourde que l'âme emploie dans son appel à l'invisible. Épargne l'objet de mon amour, rends la santé à la source de ma vie, n'arrache pas de moi ce qu'une longue affection a assimilé à tout mon être. Dieu du ciel, exauce ma prière, sois clément et miséricordieux. Et, après ce cri et ce combat, il peut arriver que le soleil se lève sur une agonie plus désespérée. Au lieu du souffle des zéphyrs et des chants de l'alouette qui avaient coutume de le saluer avec la venue de l'aurore, le suppliant peut souvent entendre ces tristes accents passant entre des lèvres que la couleur et la vie ont depuis longtemps abandonnées. « Oh, j'ai eu une douloureuse nuit. Je suis plus mal ce matin. J'ai essayé de me soulever, je ne le puis. Des songes auxquels je ne suis point habituée m'ont tourmenté toute la nuit. » Alors, le malheureux parent s'approche de l'oreiller du malade et voit qu'un étrange changement s'est opéré sur ses traits. Il comprend que le terrible moment approche, que Dieu a voulu que l'idole de son affection fût brisée. Il courbe la tête et se soumet à la sentence qu'il n'a pu éviter et qui l'accable. Heureuse mistress Prior, elle priait encore, ne s'apercevant pas que le soleil d'été dorait déjà de ses rayons le sommet des montagnes, lorsque son enfant s'éveilla doucement dans ses bras. Aucun de ces gémissements douloureux qui nous percent le cœur, font évanouir toutes nos résolutions de fermeté et nous arrachent des larmes, ne précéda son réveil. Aucun moment de froide apathie ne le suivit. Les premiers mots qu'elle prononça n'étaient point d'une personne qui devient étrangère à ce monde et qui commence à s'égarer par moments en des régions inconnues aux vivants. Caroline se souvenait évidemment avec lucidité de tout ce qui était survenu. « Maman, j'ai bien dormi. Je n'ai rêvé et je ne me suis éveillée que 2 fois. » Mistress Prior se releva rapidement, afin que sa fille ne vît point les larmes de joie dont ce mot « maman » et l'heureux présage qui le suivait avaient rempli ses yeux. Pendant plusieurs jours encore, l'heureuse mère ne se réjouit qu'en tremblant. Cette première résurrection ressemblait à la lueur d'une lampe qui s'éteint. Si la flamme brillait un moment, l'instant suivant, elle s'obscurcissait tout à coup. L'épuisement suivait de près l'excitation. Caroline s'efforçait constamment, d'une manière touchante, de paraître mieux. Mais souvent ses forces refusaient de seconder sa volonté. Trop souvent, ses efforts pour surmonter la maladie échouaient, et vainement, elle essayait de manger, de parler, de paraître joyeuse. Plusieurs heures se passaient, pendant lesquelles mistress Prior craignait que les cordes de la vie ne se retendissent jamais, bien que le temps où elles se rompraient fût différé. Pendant ce temps, la mère et la fille furent presque entièrement laissées seules. C'était vers la fin d'août. Le temps était beau, c'est-à-dire qu'il était très sec et que la poussière était abondante, car un vent aride avait soufflé de l'est pendant tout le mois. Le ciel était tout à fait sans nuages, bien qu'une pâle brume, stationnaire dans l'atmosphère, semblât dépouiller de toute profondeur de ton l'azur du ciel, de toute fraîcheur la verdure de la terre, et de tout éclat la lumière du jour. Presque toutes les familles de Briarfield étaient absentes pour quelque excursion. Miss Kildare et ses amis étaient au bord de la mer. Il en était de même de toute la famille York. M. Hall et Louis Moore, entre lesquels paraissait être née une intimité spontanée qui était probablement le résultat d'une harmonie de vue et de tempérament, étaient partis dans le nord pour une excursion pédestre au lac. Hortense elle-même, qui fut volontiers restée à la maison pour aider mistress Prior à soigner Caroline, avait été si vivement sollicitée par Miss Mann de l'accompagner de nouveau aux eaux de Wormwood Wells, dans l'espoir d'alléger des souffrances cruellement augmentées par l'insalubrité du temps,
qu'elle s'était crue forcée de consentir. D'ailleurs, il n'était pas dans sa nature de refuser une demande qui s'adressait à la fois à la bonté de son cœur et par une confession de dépendance flattait son amour-propre. Quant à Robert, de Birmingham, il s'était rendu à Londres, où il était encore. Aussi longtemps que le souffle des déserts asiatiques dessécha les lèvres de Caroline et enflamma ses veines, sa convalescence physique ne put marcher d'un pas égal avec le retour de sa tranquillité mentale. Mais il vint un jour où le vent cessa de gémir contre le pignon est de la rectorerie et à travers la fenêtre de l'église qui regardait le levant. Un petit nuage large comme la main s'éleva vers l'ouest. Le vent, soufflant de ce même côté, l'élargit bientôt. La pluie et la tempête prévalurent un instant, après lesquels le soleil se montra radieux. Le ciel avait retrouvé la pureté de son azur et la terre sa verdure. La livide teinte du choléra avait abandonné la face de la nature. Les montagnes se dressaient, claires, à l'horizon dépouillé de ce pâle brouillard de malaria. La jeunesse de Caroline, les tendres soins de sa mère, joints aux bienfaits de ce vent pur que Dieu, dans sa miséricorde, faisait souffler doux et frais à travers la fenêtre toujours ouverte de sa chambre, ranimèrent son énergie depuis longtemps languissante. Enfin, mistress Prior vit qu'il lui était permis d'espérer. Une bonne et franche convalescence avait commencé. Non seulement le sourire de Caroline était plus doux et son humeur plus gaie, mais son visage et son œil avaient perdu une certaine expression. Une expression redoutée et indescriptible, mais que se rappelleront aisément ceux qui ont veillé au chevet de malades en danger. Longtemps avant que l'émaciation de ses traits disparût, ou que la couleur retournât à ses joues, un plus subtil changement s'opéra. Tout dans sa physionomie devint plus chaud et plus doux. Au lieu d'un masque de marbre et d'un œil vitreux, mistress Prior vit sur l'oreiller un visage encore assez pâle et dévasté, plus hagard peut-être que l'autre, mais moins terrible, car c'était une jeune fille malade et vivante, non un simple masque blanc ou une roide statue. Alors, elle ne demandait plus sans cesse à boire. Les mots « J'ai soif » cessèrent d'être sa plainte. Quelquefois, lorsqu'elle avait avalé un morceau, elle disait qu'elle se sentait revivre. Elle n'éprouvait plus de dégoût à entendre parler de nourriture et commençait à indiquer ses préférences. Avec quel plaisir et quel soin rempli d'amitié sa mère préparait ce qu'elle avait choisi. La nourriture ramena les forces, elle put enfin se tenir levée. Elle désirait ardemment respirer l'air pur, visiter ses fleurs et voir si le fruit mûrissait. Son oncle, toujours libéral, avait acheté une chaise de jardin pour elle. Il descendit Caroline dans ses propres bras, la plaça lui-même dans la chaise, et William Farren, qui avait été appelé, fut chargé de la promener le long des allées pour lui montrer ce qu'il avait fait pour ses plantes et prendre ses instructions pour le travail à venir. William et elle avaient beaucoup de choses à se dire. Il y avait une douzaine de sujets qui, sans importance pour le reste du monde, les intéressaient l'un et l'autre. Ils prenaient tous deux le même intérêt pour les animaux, les oiseaux, les insectes et les plantes. Ils professaient des doctrines pareilles sur l'humanité et la création inférieure, et étaient portés l'un et l'autre aux minutieuses observations sur l'histoire naturelle. Les habitudes et les mœurs de quelques abeilles de terre qui avaient creusé leur demeure sous un vieux cerisier étaient un sujet plein d'intérêt. La retraite de certains verdiers et la sécurité d'eux, ressemblant à des perles et de petits oiseaux à peine éclos, en était un autre. Si le journal de Chambers avait existé alors, il eût bien certainement été le périodique favori de Miss Elstone et de Farren. Elle aurait souscrit, et lui eût régulièrement prêté les numéros. Tous deux eussent ajouté une foi implicite et trouvé grande saveur dans ces merveilleuses anecdotes sur la sagacité des animaux. Ceci est une digression. Mais elle sert à expliquer pourquoi Caroline ne voulait pas d'autre main que celle de Farren pour diriger sa chaise, et pourquoi la société et la conversation de ce dernier donnaient un suffisant intérêt à ses promenades au jardin. Mistress Prior, se promenant près d'elle, s'étonnait de voir sa fille si parfaitement à l'aise avec un homme du peuple. Elle trouvait qu'il lui était impossible de parler à cet homme autrement qu'avec une certaine roideur. Il lui semblait qu'un abîme séparât sa caste de la sienne, et que traverser cet abîme ou faire la moitié du chemin serait se dégrader. Elle dit doucement à Caroline
N'êtes-vous pas effrayée, ma chère, de converser si librement avec cet homme? Cela peut le rendre présomptueux et ennuyeusement bavard. William? Présomptueux, maman? Vous ne le connaissez pas. Il n'a jamais de présomption. Il est à la fois trop fier et trop sensé pour cela. William a de beaux sentiments. Et mistress Prior sourit d'un air sceptique à la naïve jeune fille qui trouvait que cet homme aux mains calleuses, à la tête rude, aux vêtements rustiques, avait de beaux sentiments. Farren, de son côté, montrait à mistress Prior un front très renfrogné. Il savait qu'il était mal jugé, et avait coutume de se montrer peu traitable pour ceux qui ne lui rendaient pas justice. La soirée restituait entièrement Caroline à sa mère, et mistress Prior aimait la soirée, car alors, seule avec sa fille, aucune ombre humaine ne venait s'interposer entre elle et l'objet qu'elle chérissait. Pendant le jour, elle pouvait avoir la physionomie empesée et les manières froides qui lui étaient habituelles. Entre elle et M. Elstone, les rapports étaient très respectueux, mais des plus cérémonieux. Tout ce qui aurait ressemblé à de la familiarité n'eût pas manqué d'engendrer le mépris chez l'un ou l'autre de ces deux personnages. Mais au moyen d'une stricte politesse, et en gardant bien les distances, tout allait fort bien entre eux. Vis-à-vis des domestiques, la conduite de mistress Prior n'était pas incivile, mais réservée et glaciale. Peut-être était-ce plutôt la défiance que l'orgueil qui la faisait paraître si hautaine. Mais ainsi qu'on devait l'attendre, Fanny et Élisa ne firent pas cette distinction, et elle devint tout à fait impopulaire auprès d'elle. Mistress Prior s'aperçut de l'effet produit. Cela la rendait par moments mécontente d'elle-même pour des défauts qu'elle ne pouvait corriger, et par-dessus tout, morose, froide et taciturne. Cette disposition cédait à l'influence de Caroline, mais à cette influence seulement. Les tendres soins et la naturelle affection de son enfant agissaient doucement sur elle. Sa froideur disparaissait, sa rigidité cédait. Elle devenait souriante et flexible. Non que Caroline fît une verbeuse profession d'amour filial. Cela n'eût pas convenu à mistress Prior. Elle n'y eût vu qu'une preuve de dissimulation. Mais sa fille s'attachait à elle avec une soumission facile. Elle se confiait à elle sans réserve et sans crainte. Cela contentait son cœur de mère. Elle aimait à entendre sa fille lui dire « Maman, faites ceci. Je vous en prie, maman, allez me chercher cela. Maman, lisez-moi quelque chose. Chantez un peu, maman. » Jamais personne, aucun être vivant, n'avait réclamé ses services, n'avait cherché ainsi l'appui de sa main. Les autres personnes étaient toujours plus ou moins roides et réservées avec elle, de même qu'elles se montraient roides et réservées à leur égard. Les autres personnes connaissaient son côté faible et le lui faisaient sentir. Caroline ne montrait pas plus cette sagacité blessante en ce moment qu'elle ne l'avait fait lorsqu'elle était à la mamelle. Cependant, Caroline trouvait des défauts chez sa mère. Aveugle pour les défauts constitutionnels, qui étaient incurables, elle avait les yeux grands ouverts sur les habitudes acquises, qui étaient susceptibles de remède. Sur certains points, elle se permettait de réprimander librement sa mère, et celle-ci, au lieu de se sentir blessée, éprouvait une sensation de plaisir en découvrant que sa fille osait lui faire des remontrances, qu'elle se montrait si peu gênée avec elle. « Maman, je ne veux plus que vous portiez cette vieille robe. Elle n'est plus de mode, la jupe en est trop étroite. Vous mettrez votre robe de soie noire toutes les après-midi. Avec celle-là, vous paraissez gentille, elle vous va bien. Vous aurez pour les dimanches une robe de satin, de vrai satin. Et souvenez-vous, maman, que lorsque vous aurez cette robe nouvelle, il vous faudra la porter. » Ma chérie, je pensais que ma robe de soie noire pourrait me servir encore plusieurs années, et j'avais l'intention d'acheter pour vous différentes choses. « C'est inutile, maman. Mon oncle me donne de l'argent pour acheter ce qui m'est nécessaire. Vous savez qu'il est assez généreux. Je me suis mis dans la tête de vous voir habillée en satin noir. Achetez-la donc promptement et faites-la faire par une couturière que je vous recommanderai. Vous vous habillez toujours comme une grand-mère. Vous semblez vouloir faire croire que vous êtes vieille et laide, ce qui n'est pas. Au contraire, lorsque vous êtes joyeuse et bien habillée, vous êtes vraiment très bien. Votre sourire est si agréable, vos dents sont si blanches, vos cheveux sont encore d'une si jolie nuance. Et puis, vous parlez comme une jeune lady,
d'un son de voix si clair et si doux. Et vous chantez mieux que je n'ai jamais entendu chanter aucune jeune lady. Pourquoi, maman, portez-vous des robes et des chapeaux comme personne n'en porte? Est-ce que cela vous chagrine, Caroline? Beaucoup. Cela me vexe même. Les gens disent que vous êtes avare, et cependant vous ne l'êtes pas, car vous donnez libéralement aux pauvres et aux sociétés religieuses, quoique vos aumônes soient données si secrètement que peu de personnes les connaissent, excepté celles qui les reçoivent. Mais je veux me faire moi-même votre femme de chambre. Lorsque je serai un peu plus forte, je me mettrai à l'œuvre, et il faut que vous soyez bonne maman, et que vous fassiez ce que je vous ordonnerai. Et Caroline s'asseyait près de sa mère, dont elle arrangeait le mouchoir de mousseline et lissait les cheveux. « Ma propre mère, continuait-elle, comme se plaisant à la pensée de leur parenté, qui est à moi et à laquelle j'appartiens. Maintenant je suis une fille riche, j'ai quelque chose à aimer et que je puis aimer sans crainte. Maman, qui vous a donné cette petite broche? Laissez-moi l'ôter et l'examiner. » Mistress Prior, qui ordinairement n'aimait pas l'approche de mains étrangères, la laissa faire avec complaisance. « Est-ce papa qui vous l'a donnée, maman? » « Elle m'a été donnée par ma sœur, mon unique sœur, Carrie. Plût à Dieu que votre tante Caroline eût vécu assez pour voir sa nièce. »« N'avez-vous rien de papa? Aucun bijou? Aucun cadeau? »« Je n'ai qu'une chose. »« À laquelle vous tenez? » ?»« À laquelle je tiens. »« Précieuse et jolie? » ?»« Inestimable et douce pour moi. »« Montrez-la-moi, maman. Est-ce que vous l'avez ici, ou bien est-elle à Fieldhead? » Elle me parle maintenant, en s'appuyant sur moi et en m'enlaçant dans ses bras. « Ah, maman, vous voulez parler de votre ennuyeuse fille, qui ne vous laisse jamais un instant de repos, qui, lorsque vous vous retirez dans votre chambre, ne peut s'empêcher de courir vous y chercher, qui monte et descend après vous l'escalier comme un chien, dont les traits me font frissonner parfois. Il me semble encore que votre père me regarde, mon enfant. »« Oh, maman, je suis bien affligée que papa n'ait pas été bon. Je voudrais tant qu'il l'eût été. La méchanceté détruit et empoisonne les plus agréables choses. Elle tue l'amour. Si vous et moi nous nous croyions réciproquement méchantes, nous ne pourrions nous aimer, n'est-ce pas? Et si nous ne pouvions avoir de confiance l'une en l'autre, Carrie? Combien nous serions alors malheureuses? Maman, avant de vous connaître, j'avais l'appréhension que vous ne fussiez pas bonne et que je ne pusse pas vous estimer. Cette crainte affaiblissait mon désir de vous connaître, et maintenant, mon cœur est content, parce que je vous ai trouvée presque parfaite, aimable, jolie, remarquable. Votre seul défaut est d'être à l'ancienne mode, et je vous en guérirai. Maman, laissez là votre ouvrage, lisez-moi quelque chose, j'aime votre accent méridional, il est si doux et si pur. Mon oncle et monsieur Hall disent que vous êtes une belle lectrice. Monsieur Hall dit qu'il n'a jamais entendu une lady lire avec une telle propriété d'expression et une semblable pureté d'accent. Je voudrais pouvoir lui renvoyer le compliment, Carrie. Mais vraiment, la première fois que j'entendis votre excellent ami lire et prêcher, j'eus peine à comprendre sa rude langue du Nord. Et moi? Avez-vous pu me comprendre, maman? Vous a-t-il semblé que je parlais rudement? Non. Je l'aurais presque voulu, cependant, comme j'aurais voulu vous voir l'air grossier et rustique. Votre père, Caroline, parlait naturellement bien, tout autrement que votre oncle. Sa parole était correcte, aimable, douce. Vous avez hérité de cette qualité. Pauvre papa! Avec tant de brillantes qualités, pourquoi n'était-il pas bon? Pourquoi? C'est ce que je ne puis dire. C'est un profond mystère dont la clé est entre les mains de son Créateur, et je l'y laisse. Maman, prenez votre tricot et mettez de côté votre travail de couture. Je le déteste, il encombre vos genoux, dont j'ai besoin pour placer ma tête. Il occupe vos yeux, et j'ai besoin de les voir fixés sur un livre. Voilà votre livre favori, Cowper. Ces importunités faisaient le bonheur de cette mère.
Si quelquefois elle différait d'y céder, c'était afin de les entendre répéter et pour jouir des douces instances, moitié enjouées, moitié pétulantes, de son enfant. Et lorsqu'elle cédait, Caroline lui disait d'un ton espiègle: Vous me gâterez, maman. J'ai toujours pensé que j'aimerais à être gâtée. Et je trouve que c'est très doux. Et mistress Prior traitait sa fille en enfant gâté. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur Shirley de Charlotte Brontë. Donc on est à 1/3 du 2e volume, ce qui représente 2/3 de l'ensemble du roman. Parce qu'on a fini du coup la première partie et la deuxième partie ça fait 2/3, 1/3 en gros. On a lu 2 chapitres, donc les 23 et 24, et la deuxième partie, elle en compte 12, et je vais essayer de les lire 2 par 2. Je sais juste que la prochaine fois, la vidéo sera plus longue, parce qu'au lieu de lire une 20aine de pages, je vais plutôt en lire une 30aine. C'est juste pour éviter que ça dure trop longtemps. Et il me semble aussi que, si je calcule bien... Je sais vraiment pas compter. 15. Les 2 derniers chapitres seront longs aussi. Alors, je ne m'ennuie toujours pas. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de digressions parfois, donc qui peut être un petit peu longué des fois. Mais j'aime bien. Et là, j'aime bien ce que j'ai lu. J'ai un petit peu farfouillé parce qu'en fait, la lecture, j'ai un petit peu accéléré la lecture. Ce qui fait que j'ai de l'avance, j'ai un petit peu d'avance. Là, je tourne avec une dizaine de jours d'avance, ce qui n'est pas gravissime, mais ce qui veut dire que la dernière vidéo, je l'ai tournée il y a déjà quelques temps, peut-être une semaine ou 2, je sais plus. Je savais qu'il s'était passé quelque chose parce que j'avais un petit peu regardé pour voir ce qui allait se passer, parce que je me disais qu'il allait se passer quelque chose. Et surtout que le chapitre suivant s'appelait La vallée de la mort, s'il vous plaît. Donc, je n'ai pas très bien capté pourquoi Caroline, elle est tombée si malade que ça. Moi, je me souviens qu'il y a eu la dispute là, avec Mistress York qui avait été absolument abominable avec elle. Caroline s'était défendue. J'ai l'impression que comment dire, j'ai balayé vite fait ce chapitre-là. J'ai l'impression que Mistress York avait capté que Caroline, qu'elle était amoureuse de Robert Moore. Ce qui veut dire que ça l'a un petit peu perturbée. En plus, en revenant, elle retrouve Robert, elle retrouve Hortense, elle les visite, et il y a l'arrivée de Louis, le frère de Robert et d'Hortense, qui ressemble un peu à Robert, sans être tout à fait Robert. Donc ça a dû un peu la perturber. Et j'ai l'impression en fait que le mélange, je me souviens plus exactement pourquoi en fait. Il y a un truc qui a dû la perturber fort, parce que c'est quand même quelqu'un qui est impressionnable, qui est fragile. Il y avait sûrement des espèces de séquelles de ce que Madame York lui avait dit. Madame York qui tournait un peu en ridicule et qui interprétait ce que montrait comme émotion Shirley comme étant en gros des minauderies de gamine, quoi. Et il y a ça, et le fait qu'elle attende que Robert fasse quelque chose envers elle, sauf qu'il y a toujours une proximité, mais il n'y a rien qui vient. Et c'est quand même une nana qui est fortement négligée. Et là, Shirley, elle n'est pas là depuis quelque temps parce qu'elle a de la famille, elle avait de la famille à la maison et apparemment ils sont partis plus ou moins en vacances. C'est l'été, ils sont tous partis à Basse, en gros. Mais bref, Caroline, elle était beaucoup livrée à elle-même et à force d'être livrée à soi-même quand ça va pas trop, ça cogite beaucoup. Ce qui fait que boum, elle mange plus, elle a de la fièvre, elle mange plus. Et on glisse de je suis pas très en forme, je vais rester au lit 2-3 jours, à ça a duré quelques semaines et tout le monde croit que je vais mourir. On a quand même un sacré glissement là. Et bon, alors après on sent quand même l'influence du gothique
ou du romantisme, parce que je pense que le gothique, c'est un... Je suis pas une spécialiste de la littérature, hein, j'ai pas fait d'études littéraires, euh, parce que j'avais pas envie. Non, en fait, je pense que éplucher des textes sous un aspect purement littéraire, ça me saoulerait. Quand je dis purement littéraire, c'est universitaire. Sur un aspect plus technique, ça me dérange pas. J'aime bien. Sur pourquoi est-ce que ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne pas et qu'est-ce qu'on peut proposer pour que ça s'améliore. C'est mon taf, quoi. Et bref, euh, l'aspect gothique, c'est par exemple Caroline là, qui se lance dans son grand discours sur la vie, la mort, les émotions, tout ça, alors qu'elle est toute seule au fond de son lit, enfin toute seule, elle croit être toute seule et Mistress Prior, elle est planquée. Et je vous avouerai que bravo Céline, qui a deviné. Bravo. En fait, je m'étais spoilé ça, le fait que Mistress Prior était la mère de Caroline. Et donc, Mistress Prior, moi, ce que j'ai compris, c'est que le papa, enfin le mari de Mistress Prior, donc le papa de Caroline, c'était vraiment un sale con. Et en même temps, je trouve que ça fait mal au cœur pour Mistress Prior, qui est quand même devenue apparemment vachement revêche, parce qu'elle pouvait plus, quoi. Elle en pouvait plus de ce mari-là. Donc elle s'est échappée. Elle a envoyé sa fille, qui est un peu une photocopie de son père, mais elle se rend compte en fait avec gravissement que même si c'est une photocopie de son père, à l'intérieur c'est que elle. Bon, je pense que c'est un petit peu plus subtil que ça certainement au niveau la génétique, mais là c'est un petit peu la manière dont elle reconnaît sa fille en elle, en Caroline, sa fille, dont elle se reconnaît elle en Caroline, et comment en fait Caroline sur le plan du caractère est totalement différente de son père. Alors j'ai pas très bien compris ce que c'était. C'était des violences conjugales, c'était quelqu'un de froid, c'était des violences psychologiques, c'était des trucs bien plus glauques. C'était quoi exactement ces violences? Parce que, à mon avis, à cette époque-là, dans un roman écrit par euh, une femme qui décide de partir et de renvoyer sa fille parce qu'elle ressemble trop à son père, on n'est pas sur on est sur des violences conjugales, je pense, graves. Donc quelque part, elle fait mal au cœur. J'ai vraiment aimé Je trouvais ça touchant que Mistress Prior dise Caroline, je suis ta mère, en gros. Tu es ma fille, t'es à moi. J'ai trouvé ça super touchant. J'ai un peu joué au niveau de la voix, hein, pour faire même la narratrice un peu émue. Mais clairement, oui, moi, ça m'a un petit peu attrapée. J'ai vraiment aimé ça. Je trouvais ça mignon. Et surtout que c'est un tel effet bénéfique sur Caroline que ça lui rend la santé. Pas immédiatement, mais ça lui rend l'envie de vivre. Et du coup, je trouve ça beau. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça choupi. Euh, Moi, j'ai envie de dire là, le truc que je trouve chouette aussi, c'est que Monsieur Elstone, qui est quand même qu'on interprétait parce qu'on n'avait pas en lumière ça, le fait, enfin, le passé de Mistress Prior, le passé de son frère à Monsieur Elstone, euh, le fait qu'on n'a pas tout ça, le comportement de Monsieur Elstone laissait juste dire que c'était un sale con. Mais là, le fait de savoir que, justement, lui, c'est un homme d'église. Il a perdu sa femme. Il est malheureux. Son frère, il a vraiment maltraité la sienne. Donc, je sais plus exactement au niveau temporalité. Peut-être que si lui, il avait sa femme qui commençait à décliner ou qui était morte et qu'il voyait que son frère gâchait son mariage, un truc comme ça, c'est un coup à pas être très content. Et Monsieur Elstone, en fait, de sale con, devient un gars qui est très encombré par une situation dont il ne sait pas quoi faire. Il a sans doute... Je me souviens plus honnêtement, comme la lecture s'est étalée depuis pas mal de temps. Les relations qu'il avait avec James. Parce que
même le fait qu'il ait dit à Caroline, en gros, non mais ta mère, elle s'en fout de toi, laisse tomber, euh, ça paraissait cruel, mais je me dis c'est un peu se débarrasser d'un truc pour lui. Parce qu'en fait, il n'y arrive pas. Pour moi, c'est ça, hein. Il n'arrive pas à gérer la situation. Il est peut-être honteux de la situation, il était peut-être jaloux de son frère qui avait encore sa femme et qui gâchait sa relation avec elle. Bon, clairement, il sait pas faire avec les émotions, il sait pas faire avec les femmes, il sait pas faire. Je pense qu'il culpabilise à mort, Monsieur Elstone. Parce que là, je l'ai trouvé touchant aussi avec Caroline. Et j'ai trouvé surtout touchant le moment où je me suis dit, il y a un truc là, c'est quand Madame Prior a commencé à chanter, que tout le monde l'écoutait, et que lui, il était dans le jardin, il l'entendait, et il a accéléré le pas, alors qu'il a déjà un pas rapide. J'ai trouvé ça touchant, je me suis dit, mais en fait, le gars était débordé, quoi, débordé d'émotions. Du coup, il vient de passer de la petite case sale con à je sais pas quoi faire de mes émotions, c'est beaucoup plus agréable. Donc, alors je pense pas. Je crois que j'avais dit qu'il y avait peut-être un truc au tout début entre Madame Prior et Monsieur Elstone. Je pense que vu le passif des deux, c'est complètement mort qu'il. Je pensais qu'elle avait un crush en fait, qu'elle avait un petit coup de cœur pour Monsieur Elstone. Mais vu le passif, je pense que c'est même pas possible. Je pense que c'est pas possible. Je pense que ces deux personnes-là vont rester célibataires et que Madame Prieur elle va être très contente de s'occuper de sa fifi et de rattraper le temps perdu. Et Caroline elle va être très contente de se faire chouchouter parce que comme c'est une gamine qui était quand même négligée, qui est tout le temps toute seule et compagnie, ça va lui faire du bien. Et je comprends d'autant plus la pression qui se mettait Monsieur Elstone en disant non, tu seras pas gouvernante, je m'occupe de toi. Parce qu'en fait, c'était la dernière personne à pouvoir s'occuper d'elle. C'est terrible. Ouh. Ah, j'ai trouvé ça touchant. J'ai vraiment trouvé ça touchant. Je suis assoiffée en fait, c'est pour ça que j'ai la voix qui casse. J'ai un petit rhume aussi. Donc j'ai pas mal éternué et reniflé. Mais ouais, j'ai vraiment aimé. Là franchement, j'ai vraiment aimé. On est à fond dans l'émotion. Même si, bon, il y a quand même toutes les histoires de prière à Dieu, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais c'est le truc d'époque. C'est lent. C'est quelque chose qui prend son temps, mais moi j'aime bien. J'aime toujours. Je sais pas ce qui peut advenir après. Parce que là, Robert était parti depuis une quinzaine de jours à Birmingham, mais il est parti à Londres. Je pense qu'il, si vous vous souvenez, il voulait choper les quatre chefs des émeutiers pour qu'ils payent pour tout le monde et qu'ils aillent en prison ou qu'ils aient une amende ou quelque chose. Ok. Donc Robert, il est sans doute pas au courant de toute la maladie de Caroline et du fait qu'elle... enfin, ou pas au courant de la gravité que ça aurait pu avoir. Parce que, bon, poster une lettre, c'était envoyer un mec à cheval avec la lettre, hein, donc c'est un peu long. Je pense que s'il avait su que Caroline était malade et risquait de mourir, je pense qu'il serait venu. Parce qu'il est quand même super attaché à elle. Et elle est gentille. Enfin, honnêtement, c'est une super nénette, Caroline. Bon, elle est chiante, un peu à se plaindre et tout ça, mais elle a de quoi. Elle a de quoi se plaindre. Et enfin, c'est une gentille fille. Moi, j'ai envie qu'elle soit heureuse. Shirley me manque un peu aussi. Parce que Shirley, elle a une petite tendance à elle prendre la place quand elle existe. Quand elle est là, quoi. Shirley, elle me manque un peu. J'ai hâte de voir ce qu'il va avoir aussi, parce que je crois qu'il y a le frère de Robert là qui est parti avec Monsieur Hall, je crois bien. Ils sont partis faire une randonnée pédestre au niveau des lacs. Je crois que les lacs, Elisabeth Bennet dans Orgueil et Préjugés était partie en excursion avec sa tante, donc la sœur de sa mère et son mari qui n'avait pas d'enfant. Et c'est comme ça qu'elle était partie je crois que c'est Pemberley, partie visiter le château de Darcy. Ça vous dit rien? Si vous avez vu le film ou si vous avez lu le livre. Mais donc,
moi, ça me donne envie de continuer. Alors, honnêtement, je vais pas enchaîner tout de suite avec un Jane Austen, ou je vais pas enchaîner tout de suite après avec un autre Brontë, parce que c'est quand même long. Je partirai sur des bouquins plus courts. J'en ferai deux ou trois des courts, parce que c'est long, en fait, tout simplement. Et comme j'ai pas envie de couper. Donc là, a priori, on a encore 6 semaines, si j'ai bien compté. Ouais, j'avais bien compté. Suffit. Je sais plus ce qu'il y a comme vidéo le mercredi, comme je tourne un petit peu en avance. Je sais que là, je suis en train de me motiver pour faire une vidéo qui présente un petit peu ce que c'est la lecture correction et la formation que j'ai suivie, mon site internet, tout ça. Mais il faut que mon site internet soit en ligne, autrement ça va pas servir à grand chose. Je suis couverte de boutons, j'ai un énorme bouton. Me regardez pas, je suis jolie. J'ai un phare sur la joue. Euh, donc peut-être qu'il va y avoir une vidéo mercredi prochain sur la lecture correction, si tant est que j'ai mon site vitrine en ligne, afin que des hordes d'auteurs et de maisons d'édition intéressés par mes services me contactent. Mais ouais, j'ai envie de parler un petit peu de mon expérience professionnelle, de formation, de création d'entreprise. Et en toute transparence aussi, les erreurs que j'ai faites, parce que j'en ai fait deux belles, ce qui sont pas gravissimes non plus, mais si vous pouvez vous... J'ai fait ces erreurs-là, je vous en parlerai, pour que si vous avez envie de vous lancer dans une entreprise, vous ne les fassiez pas. Ça, vous faites pas. Sur suspense. Bon, ça, c'est pas des erreurs énormes, ça n'a pas porté à conséquence non plus, mais je trouvais ça marrant de vous en causer. Je m'arrête là. Et je vous souhaite un très bon dimanche, à mercredi prochain pour une vidéo sur peut-être la lecture correction, peut-être autre chose. Je vous dis aussi rapidement, avant de clore, je suis en train de finir un cycle de 4 romans qui, je pense, peuvent se lire indépendamment les uns des autres. C'est des tomes compagnons, c'est la légende des 4 soldats ou la saga des 4 soldats, ça dépend de l'édition, de Elizabeth Hoyt. Les titres des livres individuels sont abominables. Je les trouve hyper clichés, romance à froufrou harlequin. Je les aime pas du tout, mais j'aime beaucoup ce que je lis et je trouve que c'est carrément meilleur que Les Secrets de Bow Street de Lisa Kleypas que j'ai lu il y a quelques semaines. Là, la vidéo, elle doit avoir 3 semaines, 2-3 semaines à peu près, au moment où j'en parle là maintenant et que ça sera diffusé. Mais comme j'ai prévu de faire 2 autres vidéos sur les Bridgerton, la vidéo sur les 4 soldats, ça sera... Je vais un peu étaler tout ça pour que ça parle pas que de romance historique, froufrou et compagnie, parce que ça va vous saouler, et que j'ai envie de lire autre chose aussi. Mais comme je suis un peu obsessionnelle par ça, donc il y en a quelques-uns. Mais peut-être que je vais vous parler de BD. Parce que ça se lit vite, et puis parce que j'en ai acheté 3. Allez, très bon dimanche à vous, à mercredi prochain, et samedi prochain, la suite des Dimensions Fantastiques. Je crois qu'on arrivera quasiment sur la fin de celui-là, et après, je lirai les trucs individuels, des livres individuels. Et dimanche prochain, on attaque les 2 premiers chapitres de la partie 2 avec une vidéo qui sera plus longue. Salut!